Sommes-nous arrivés au bout d'un système? La crise, la violence, la pollution sont-elles des fatalités? Certains en tout cas, et ils sont de plus en plus nombreux sur la planète, refusent de s'y résigner. Et ils tentent, à leur échelle, d'autres pratiques, d'autres modes de vie, loin du modèle traditionnel. Ce soir, nous avons choisi de vous emmener à la rencontre d'hommes et de femmes qui inventent des solutions alternatives au travail, dans leur assiette ou dans leur voisinage, avec parfois des résultats formidables. Des citoyens qui rêvent d'une société plus juste, plus solidaire, où consommer ne rimerait pas forcément avec polluer. À la recherche d'une vie meilleure, tout simplement. En Inde, on appelle cela la jougade, la débrouille, le système D. Obligatoire quand on n'a rien, c'est devenu une philosophie qui se pratique chez les plus pauvres, comme dans la science ou l'industrie de pointe. Aux États-Unis, des Américains tournent le dos à la société de consommation, quitte à retourner vivre dans les bois. C'est le mouvement des débranchés. C'est une expérience intense de faire sortir une maison d'un tronc d'arbre. En France aussi, des centaines d'initiatives fleurissent un peu partout. Au travail comme dans l'habitat, avec deux maîtres mots, solidarité et partage. Dans cette émission, nous allons voir qu'il est possible de faire et de consommer autrement, de placer l'épanouissement individuel et collectif au cœur de nos choix quotidiens. Un rêve, une utopie? Peut-être. Mais Victor Hugo a bien écrit que l'utopie était la réalité de demain. Le monde de demain, voici le 54e numéro d'Un œil sur la planète. L'an dernier, un film a traduit cette tendance mondiale à vouloir faire autrement. Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Leur documentaire recense les initiatives susceptibles de rendre le monde meilleur. Et le succès a été aussi phénoménal qu'inattendu. Et le César du meilleur film documentaire est attribué à... Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un sacre pour un film en partie financé par l'épargne solidaire, car peu de gens y avaient cru. Merci d'avoir fait ça. D'habitude, l'écologie, tout le monde s'en fout. Et là, vous avez vraiment réparé quelque chose à l'intérieur de moi. 1 million d'entrées, une sortie programmée dans 30 pays, de quoi combler ce militant écologiste de longue date. Cyril, vous avez appelé votre film Demain. Oui. Est-ce que c'est encore loin demain? Mais non, demain, c'était pour dire que justement, il fallait construire une société différente dans un futur très proche. Il y a plein de gens qui nous demandent pourquoi on ne l'a pas appelé aujourd'hui. Donc, on leur explique qu'aujourd'hui, la société n'est pas déjà comme ça. Et ce qu'on voulait montrer, c'était un futur possible, tout en expliquant qu'il était à la fois déjà là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le font, et que si on veut le généraliser à toute la société, il faut que dès demain, on s'y mette. On se met à quoi alors? À trouver une organisation dans la société qui permette à la fois de respecter les êtres humains et de respecter les écosystèmes. Si on veut être un peu schématique, par exemple, il faut qu'on arrive à nourrir tous les habitants de la planète sans détruire les écosystèmes, qu'on arrive à produire de l'énergie sans avoir besoin d'utiliser des énergies fossiles qui réchauffent le climat, qu'on arrive à construire des économies où il y a une forme d'équité, où on n'est pas des disparités complètement folles comme aujourd'hui, qu'on arrive à construire des modèles démocratiques où tout le monde participe, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est une grande difficulté qu'on a, le fait que malheureusement beaucoup de gens se méfient des hommes politiques et de la démocratie. Et puis qu'on ait un système éducatif qui permette de favoriser tout ça, en fait, d'élever des jeunes citoyens qui soient prêts à prendre la responsabilité de cette société,
qu'ils soient des êtres libres, éclairés et en même temps conscients de tous les enjeux qu'ils vont avoir à affronter dans les années qui viennent. Vous avez fait une sorte de tour du monde d'initiatives formidables. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de toutes ces rencontres, de toutes ces initiatives? Je pense que une des choses qui étaient les plus fortes pour nous, c'était la rencontre avec tous ces gens. C'était de voir leur humanité, de voir que peut-être le point commun entre toutes ces personnes, c'est des gens qui ont arrêté de demander l'autorisation avant d'agir. Et qui se sont dit, même si c'est pas la normalité, même si tout le monde fait pas comme ça, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire et je vais le faire. C'est quoi? C'est ne pas trop attendre des politiques, des élus? C'est commencer le changement soi-même déjà? C'est déjà vraiment se sentir responsable et puis c'est ne pas dépendre de méga structures. Aujourd'hui, faire reposer la capacité de nous nourrir sur quelques grandes multinationales dont l'intérêt est quand même avant tout le profit, c'est antidémocratique. Attendre que ce soit simplement quelques élus qui changent la société pour nous, c'est illusoire. Ils ne peuvent pas la changer sans nous. Faire en sorte que quelques entreprises deviennent de plus en plus puissantes économiquement et qu'elles engrangent tellement d'argent qu'elles aient un pouvoir démesuré qui est parfois plus important que celui des États, là c'est vraiment tout à fait irresponsable. Donc c'est comment est-ce qu'on fait redescendre tous ces enjeux dans nos vies et en même temps comment est-ce qu'on se relie les uns aux autres et comment on fait communauté à nouveau pour construire une société qui marche. Vivre en gaspillant moins, dans certains pays, cela est une nécessité. Et dans ce cas, l'imagination est sans limite. Ces exemples sont peut-être une source d'inspiration, une chance pour nos sociétés comblées. En Inde, quand on n'a pas les moyens, on trouve des solutions ingénieuses à presque tout, du bidonville à la conquête spatiale. Et ce système D à l'indienne porte un nom, la Jugaad. Un vent de changement souffle sur l'Inde. Bientôt, elle sera le pays le plus peuplé au monde. Elle se voit audacieuse, entreprenante et dans tous les milieux. Son moteur, le système D, l'art de la débrouille, ou comment fabriquer tout à partir de rien. En Inde, on appelle ça Jugaad. En Inde, la Jugaad, c'est un mode de vie, une philosophie qui s'est propagée dans tout le pays. Un Vespa dans les champs, Jugaad. Une remorque qui fait la courte échelle, Jugaad. Un fer à repasser pour faire chauffer le thé, Jugaad. Cette Jugaad, on la retrouve dans la vie quotidienne, dans tous les secteurs, à tous les étages, comme sur cet échafaudage de bambou et de cordes. Quand je suis tout en haut, je me sens comme un roi. Le roi de Bombay. Je peux voir toute la ville. Non, je n'ai pas peur. Je grimpe ça tous les jours, et parfois même sur des immeubles de plus de 100 étages. Mais c'est solide ? Oui, c'est complètement sûr, ne t'en fais pas. C'est nous qui l'avons construit. Alors, si ça ne l'était pas, on ne serait pas dessus. Sous les pieds du roi de Bombay, Dharavi, le plus grand bidonville d'Asie. 3 km² sur lesquels s'entassent 1 million de personnes. C'est le royaume du système D. Un fragment de ville insalubre, pauvre. Et pourtant, Dharavi, c'est une économie parallèle évaluée à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. En grande partie, à base de Jugaad. Ici, avec une idée et beaucoup de débrouille, on gagne sa vie. Des petits boulots pour la plupart, c'est sûr, mais quand on n'a rien, ça fait tout. Vikram pédale pour 50 centimes d'euros l'affûtage. Sanjeev va livrer des œufs sur son porte-bagages. Face à l'adversité, l'innovation de tous les jours. Navneet a quitté son poste de professeur d'informatique en Californie pour revenir chez lui à Bombay. Et l'imagination des habitants du bidonville le surprend tous les jours. Regarde, ça c'est très Jugaad. C'est un aimant et ça c'est un tas de déchets. Des déchets avec du fer.
Ils les filtrent, ils passent les mains par-dessus pour collecter le fer. C'est de l'improvisation. Pour moi, la Jugaad, c'est ça. Tu es dans une situation difficile, comment vas-tu réagir pour en tirer le meilleur profit? Voilà la technologie Jugaad. L'innovation façon bidonville. Par exemple, ici, vous pourriez croire que c'est un tas de déchets. Mais en fait, tout est récupéré. Dharavi a développé une philosophie. Même avec rien, on peut faire quelque chose. À Dharavi, il y a près de 15 000 mini-entreprises. Une économie de la débrouille qui touche tous les secteurs, de la récup, de la broderie, de la tannerie et même de la pâtisserie. Tout est pensé pour donner un toit et un travail à tout le monde. Reviens ce soir et tu verras. Regarde ces chariots par exemple. Ils sont sur des roues. Ils vont les pousser sur le côté et ils vont mettre leur lit à la place. Donc ce qui est leur lieu de travail le jour devient leur habitation la nuit. Des étrangers d'Occident sont venus ici et se sont inspirés de cette façon de gérer l'espace, d'improviser au jour le jour, de faire de sa maison un outil de travail. Le concept est d'ailleurs né dans ce quartier. Au pied des buildings de Bombay avec leurs appartements grand standing, leurs stars de Bollywood, leurs businessmen, Dharavi et son bazar organisé. Le bidonville n'a pas à rougir de ses petites baraques en tôle et de son réseau d'électricité qui donne le tournis. Dharavi, c'est presque un modèle de développement parallèle qui s'enrichit chaque jour de nouveaux concepts. Prenez l'exemple de l'eau potable. À Dharavi, elle arrive un peu quand elle veut, jusqu'à ses tuyaux. C'est un problème, notamment pour les petites filles comme Fauzia, chargée de sa collecte. Ça crée des tensions dans la communauté. Les filles se battent pour avoir de l'eau. On perd beaucoup de temps à faire la queue et on n'a pas le temps de s'occuper de nos devoirs. Mon rêve, c'est qu'il y ait un vrai système un jour ici. Un rêve en passe d'être réalisé grâce à Navneet. Le professeur d'informatique a lancé une association pour exploiter les meilleures idées du bidonville. C'est comme ça que Fauzia et ses copines sont devenues les reines de la programmation, capables de développer leur propre application mobile, comme celle pour la gestion de l'eau. Là, tu commences un nouveau projet. D'accord, monsieur. Il suffit de cliquer sur ce bouton et d'entrer votre numéro de téléphone, puis votre mot de passe. Du coup, vous avez accès à plusieurs informations. L'heure à laquelle l'eau est disponible, sa qualité, propre ou sale. On retrouve énormément d'inventions dans leur vie du quotidien et dont ils n'ont pas forcément conscience. Je veux leur montrer comment, en utilisant la science et la technologie, on peut mettre à profit cet esprit d'invention pour changer son destin et celui de sa communauté. L'ingéniosité du quotidien érigée en exemple, en état d'esprit, en modèle de demain. Navneet y croit dur comme fer. Et il n'est pas le seul. De l'autre côté du pays, dans une école modeste de la banlieue de Calcutta, il y a Yaesh Goenka, un étudiant pas comme les autres. Du style fond de la classe, mais du genre petit génie en avance sur le prof. Donnez-moi le nombre de neutrons dans 6 grammes de carbone 12. Un jour, Yaesh a eu une idée. Et cette idée, elle va peut-être changer l'usage de nos téléphones portables. On mettra ça à l'endroit même où se trouve votre batterie de téléphone habituelle. Bien évidemment, ce sera un peu plus épais, à peu près autant que votre batterie actuelle, mais la différence, c'est que ma batterie se chargera beaucoup plus vite. Une super batterie rechargeable en quelques secondes. Elle est fabriquée à base de graphite, ce matériau qu'on trouve dans la mine des crayons à papier. Le graphite, superposé en couches, devient graphène et présente d'incroyables capacités électroniques. Les industriels s'arrachent les cheveux pour le produire à moindre coût. Yaesh, lui, a trouvé la solution. Quand je me suis lancé dans ce projet, ma seule obsession, c'était de concevoir le produit moi-même.
Et je pense que c'est le fait d'être un étudiant, d'être encore à l'école, qui m'a poussé à fabriquer quelque chose de plus simple, là où des chercheurs ou des ingénieurs se seraient appuyés sur des méthodes plus compliquées. L'invention de Yaesh est encore au stade du prototype. Mais dans quelques jours, il la présentera lors d'un concours national d'inventeurs. Alors, c'est l'heure des derniers réglages, dans la cuisine de sa mère. Là, je fabrique mon électrolyte. Et oui, il y a des lentilles qui cuisent juste à côté pour le déjeuner. Souvent, quand je cuisine, il me dit « Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de la place. » Je lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?»« Quelque chose. Je te dirai, ne t'inquiète pas. » C'est ici que Yaesh a mis au point sa recette. Du papier aluminium, du graphite et un coup de pinceau. Voici sans doute le graphène le moins cher au monde. Le principal problème avec le graphène, c'est qu'il coûte extrêmement cher à produire. C'est peut-être ce qui m'a poussé à développer ma propre méthode de production. Et je pense que mon produit pourra être vendu dans un futur proche. Yaesh manquait de tout, mais surtout pas d'idées. De la cuisine à sa chambre d'adolescent, il écrit peut-être le début d'une grande histoire, sous le regard de ceux qui l'ont inspiré. J'aurais adoré grandir dans un pays développé. Cela aurait été beaucoup plus facile pour moi. Et en même temps, je n'aurais peut-être pas été assez ingénieux pour inventer tout ça. Il y a deux façons de voir les choses. Un mal pour un bien. Le manque de ressources force à développer le système D. À Bangalore, dans la Silicon Valley indienne, on pratique la Jugaad jusqu'à l'intérieur des hôpitaux, comme dans celui-ci, l'hôpital Narayana. C'est le plus grand hôpital de chirurgie cardiaque au monde. Il abrite 40 salles d'opération sur 6 étages et près de 1000 lits. Toutes les tâches y sont concentrées pour gagner en productivité et réduire les coûts. Derrière ce concept, le chirurgien Devi Shetty. Le docteur Shetty n'est autre que l'ancien médecin personnel de Mère Teresa, dont il poursuit aujourd'hui le combat, guérir les pauvres. L'hôpital s'est ainsi taillé une petite réputation dans la région. Et on vient de toute l'Asie pour s'y faire soigner. J'ai beaucoup entendu parler du docteur Devi Shetty au Bangladesh. On m'a dit que c'était un très bon docteur. C'est un médecin de ma région qui m'envoie. Mon fils est malade du cœur et on m'a dit qu'on pourrait bien le soigner dans cet hôpital indien. Nous n'avons pas assez d'argent. C'est pour ça que nous sommes venus le voir. En Inde, 70% des dépenses de santé sont financées par les particuliers eux-mêmes. Mais quand on vit avec 2 € par jour, comme la moitié de la population du pays aujourd'hui, ça laisse peu de place aux imprévus. Pour Yasmine et son bébé, le docteur Shetty est le dernier recours. Les artères du cœur de l'enfant sont inversées. Et il y a aussi un gros trou. Il a besoin d'être opéré. Mais pas avant 6 mois. C'est une opération trop risquée à cet âge. Ne vous en faites pas. On va vous aider. Il faut faire quelque chose. Et nous pensons que les gens n'ont pas à pleurer ou à supplier pour sauver la vie de ceux qu'ils aiment. Ce que nous offrons, c'est un système de soins. Un système abordable, avec dignité. La Jugaad permet parfois de faire des petits miracles. Ce matin, une opération complexe que seule une vingtaine d'hôpitaux dans le monde sont capables de réaliser. Il y a tout l'équipement moderne qu'elle nécessite, à quelques détails près. Ce tube qu'on appelle Hamashil, on peut l'acheter tout fait. Il serait cousu de cette façon. Mais le prix est presque 2 fois supérieur. Nous, on l'achète en 2 parties et on les relie sur place. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est comme ça que nous économisons de l'argent. Nous n'avons pas d'autre choix. Et nous voulons vivre. Alors il faut imaginer ce genre de petites innovations.
Nous avons exactement les mêmes standards qu'un hôpital américain. Et jusqu'à maintenant, nous facturons l'opération du cœur 1 200 €. Pour la même chose, aux États-Unis, il en coûterait près de 70 000. Si nous avions des millions en banque, notre cerveau s'arrêterait de fonctionner. Chaque jour, le docteur Chetty reçoit en consultation près d'une centaine de patients à qui il offre une santé très bon marché. La Jugaad a permis de transformer une belle utopie en réalité. Du modèle social au modèle économique, la Jugaad s'adapte à tous les domaines. C'est le credo de Navi Raju, un franco-indien, analyste de renommée mondiale, installé dans la Silicon Valley, en Californie. Je me sens toujours vivant ici, quand je viens ici. Ça m'alimente à la fois intellectuellement et aussi sur le plan personnel. Et aussi des fois, je viens aussi pour m'approvisionner en nouvelles idées Jugaad. La Jugaad, Navi Raju l'a conceptualisée dans un livre devenu best-seller et qu'il a consacré comme l'un des 50 penseurs d'entreprise les plus influents au monde. Dans cet hôtel de New Delhi ce soir, les grands entrepreneurs du pays sont venus l'écouter. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Navi Raju sur le thème marché émergent, changer ses mentalités avec l'esprit Jugaad. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises mondiales dépensent plus de 650 milliards de dollars en recherche ou en développement. Mais l'argent n'est pas suffisant pour engendrer l'innovation. Redevenons ingénieux. C'est le leitmotiv de Navi Raju qui érige dans son livre L'homme de la rue ou le paysan en modèle à suivre. Un ingénieux, comme un paysan, c'est qu'en fait, lui, quand il fait face à un problème, il ne va pas à la recherche des meilleures ressources possibles à travers le monde. Il ne pense pas nanomatériel, vous voyez, des technologies de pointe. Il s'appuie sur les ressources qu'il possède déjà pour pouvoir improviser une solution good enough, c'est-à-dire juste satisfaisante, pour répondre à un besoin immédiat. Très différent de la mentalité des ingénieurs qui vont à la quête des ressources les plus exotiques qu'ils peuvent trouver pour ensuite concevoir une solution qui est parfaite. Un discours qui forcément a séduit les plus grandes multinationales, à commencer par Renault-Nissan. Son PDG, Carlos Ghosn, est adepte du concept Jugaad et l'applique désormais à son entreprise partout dans le monde. Je discutais avec des concurrents indiens pour savoir combien ils avaient dépensé pour développer tel ou tel produit. Et on a pensé qu'ils avaient oublié un 0 ou 2 dans le montant. Notre première réaction, c'était de se dire, vous savez quoi, la qualité n'est pas bonne. Et puis on s'est dit non. Non, il y a des leçons à tirer de ça. Et si nous pouvons en profiter, nous pourrons devenir une meilleure entreprise. Et notamment en Inde, où le constructeur a annoncé le lancement d'un tout nouveau modèle low cost. La Kwid, au prix de base de 4 500 €, un concentré de Jugaad. Avec la Kwid, Renault espère conquérir le marché indien et pourquoi pas demain, le reste de la planète, avec l'une des voitures les moins chères au monde. La région du Maharashtra, le Far West indien à 150 km au nord de Bombay. C'est l'Inde profonde, agricole, celle des champs de canne à sucre et des fermiers d'un autre âge. C'est aussi désormais l'Inde du futur. Loin de la ville, de ses pollutions sonores et lumineuses, la région abrite l'un des plus grands centres astronomiques du monde. Le GMRT, un radiotélescope géant dont les antennes cherchent à raconter l'origine des galaxies. Là, dans la forêt, un décor de James Bond et un génial inventeur, Govind Swarup. Il se promène au milieu de son œuvre, comme dans son jardin. Le défi, c'était de construire le plus grand nombre d'antennes possible pour aller chercher des signaux extrêmement faibles aux confins de l'univers. 30 antennes réparties sur 25 km² tentent de percer les mystères de l'univers. À l'époque de leur construction, dans les années 80, l'Inde n'a pas l'argent nécessaire. Mais elle a un ingénieur visionnaire. Govind Swarup, à cette époque, rentre de l'université de Stanford en Californie.
il va trouver le moyen de construire son grand rêve à moindre coût. J'ai eu cette idée. L'idée d'utiliser du fil de fer tressé pour recouvrir la parabole. Du fil de fer, le genre qu'on utilise en Inde pour les cages à poules, en lieu et place des traditionnels matériaux comme l'aluminium, hors de prix. Le GMRT a coûté 50 millions d'euros en 1996. C'est 8 à 10 fois moins cher que s'il avait été construit partout ailleurs dans le monde. Ça, c'est notre Jugaad. C'est avec cette philosophie du moindre coût que l'Inde est entrée dans le cercle très fermé des puissances spatiales. La conquête spatiale, l'Inde en rêvait depuis longtemps. La Jugaad lui a permis de la réaliser. Le 5 novembre 2014, une fusée décolle sur le pas de tir de Sri Atoka dans le sud du pays. À bord, la sonde Mangalyaan, destination Mars. Le satellite est en route pour Mars. Narendra Modi, le Premier ministre, a de quoi se réjouir. La fusée a réussi sa mission là où d'autres, envoyées par la Chine ou le Japon, ont échoué. Pourtant, cette mission a coûté moins cher que le budget du film Gravity. Elle a été menée en un temps record, moins de 2 ans, là où la NASA en a mis 5. Mes chers concitoyens, c'est un jour historique pour notre pays. Des applaudissements qui résonnent comme en écho dans la tête de Yahesh, le petit génie de Calcutta. Pour lui, comme pour des centaines d'autres petits prodiges de la science, le grand jour est arrivé. Assieds-toi ici. Où sont tes parents? La ville d'Hyderabad accueille de jeunes inventeurs venus de tout le pays présenter leurs recherches. Le président de la République en personne a fait le déplacement pour célébrer les enfants de la Jugaad. Au même titre que le mot gourou, un jour la Jugaad aura sa place dans vos dictionnaires. En Inde, on suit désormais les inventeurs dès leur plus jeune âge. C'est la mission de la Fondation nationale pour l'innovation. Son but, organiser un secteur qui ne l'était pas du tout et surtout répertorier les idées, d'autant plus quand elles naissent dans les bidonvilles. Le professeur Gupta, son directeur, y veille. Je veux que vous soyez plus attentifs aux idées des pauvres. Tout le monde n'a Dieu que pour les riches. Je veux plus d'enfants des campagnes. Nous devons sensibiliser nos jeunes aux problèmes de notre société. C'est la seule façon de développer chez eux ce sens de la bonne gestion des ressources, de la compassion, de la collaboration, de la créativité. Nous tenons ce système de valeurs de notre enfance, du fait que nous avons toujours manqué de ressources. En Europe, cette culture basée sur le gaspillage, sur les déchets, sur la surexploitation des ressources, devra forcément un jour s'adapter aux réalités de la nouvelle économie. De New Delhi à Calcutta, des quartiers high-tech en passant par les campagnes reculées, aux quatre coins de l'Inde, les petites innovations du quotidien font les grandes découvertes. Yahesh, Dr Shetty, Fauzia, Govind, chacun à leur manière, ils façonnent le nouveau visage de l'Inde, et peut-être même au-delà, celui du monde de demain. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Que retenir de cette leçon de Jugaad indienne? Que la dépense automatique n'est pas la seule solution et que la frénésie de consommation et la production intensive génèrent des absurdités et un monde de plus en plus inégalitaire. Regardez ces données. 1 milliard de terriens se nourrissent difficilement quand 1,5 milliard d'autres sont obèses. Aujourd'hui, plus d'1 terrien sur 2 est citadin. Des villes comme Tokyo, New Delhi, Mexico, Sao Paulo dépassent les 20 millions d'habitants. De telles concentrations génèrent des problèmes gigantesques en termes de pollution, de transport, d'énergie et d'alimentation. Rien qu'en France,
la moitié du territoire serait pollué par les nitrates et 93% des cours d'eau contiendraient des pesticides. Il existe pourtant des méthodes pour produire sans polluants ni désherbants. Du côté de Tours, le projet Ferme d'avenir en fait l'expérience. Du coup, ça c'est pour attraper quoi, des fourmis? L'instigateur du projet, c'est Maxime de Rostolan, 35 ans. Ingénieur, issu des beaux quartiers de la région parisienne, il est devenu l'un des chantres de la permaculture. La permaculture, en tout cas, ce type d'agriculture bio-intensive permet de produire par unité de surface jusqu'à 10 fois plus de légumes, jusqu'à 10 fois plus de valeur ajoutée que l'agriculture chimique. Pourquoi? Parce qu'on soigne beaucoup la terre, on a la tête au-dessus de la terre, on regarde comment fonctionne la nature et on arrive à densifier les cultures. On a par exemple des outils qui sont donc des semoirs de précision, qui sont des outils manuels, sans pétrole, qui permettent de semer là où un tracteur ne sait semer que 3 rangs de radis, nous on sait en semer 12. Donc on arrive à densifier, et densifier ça a beaucoup d'intérêt. Par exemple, quand on densifie des radis, eh ben, le couvert, la petite canopée des fans de radis va recouvrir le sol et va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc du coup, c'est un cercle vertueux qui fait qu'on a beaucoup moins à désherber par nombre de radis, et en plus, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes par mètre carré. Sur une exploitation d'1,5 hectare, Maxime de Rostolan affirme pouvoir faire vivre 3 personnes. Alors ici, en fait, on fait une ferme qui coûte moins cher qu'un tracteur. Les investissements, tout compris, bâtiment aussi, c'est 100 000 euros. Un gros tracteur, aujourd'hui, ça vaut 125 000 euros. Et l'objectif, c'est d'arriver au point mort, à l'équilibre économique, dès la 4e année. Donc, on a beaucoup moins de charges, beaucoup moins d'investissements, beaucoup moins de charges, et une production par unité de surface qui est bien plus importante. Donc oui, c'est rentable, c'est largement rentable. L'expérience est actuellement étudiée par l'Institut national de recherche agronomique pour voir si ce modèle est viable et transposable à grande échelle. Si c'était le cas, ce serait une véritable petite révolution agricole. L'enjeu, c'est évidemment de créer beaucoup d'emplois. Parce que si on montre que sur des petites surfaces qui aujourd'hui ne sont pas valorisables, 1,5 hectare, on ne sait pas trop quoi faire d'1,5 hectare, eh bien on pourra créer de l'emploi. L'idée qu'on a, c'est de dire qu'on peut, sur les territoires, créer entre 100 000 et 200 000 emplois en France dans les années qui viennent, avec 20 à 50 000 micro-fermes un petit peu partout sur les territoires. Nous, on est très enthousiastes et très optimistes sur l'avenir. On montre ici que ça fonctionne. On arrive à le faire, ça coûte pas cher, il y a peu d'investissement. Ça répond à un besoin énorme des populations qui ont envie de manger mieux, qui ont envie de manger local. Et ça répond aussi à un besoin de création d'emplois. Il y a 5 millions de chômeurs en France, je pense que c'est peut-être quelques centaines de milliers d'agriculteurs qui s'ignorent. Et cet appel de la terre, certains y ont déjà répondu, comme ici, à Avranches dans la Manche. Quelques cochons, des chèvres, pour une ferme d'un nouveau type. Il y a même un jardin d'enfants. Tu leur donnes? Le lieu s'appelle le Petit Changeon. Un nom prémonitoire pour ceux qui s'y sont installés. 3 associés. Au départ, aucun n'était cultivateur. Tout est parti d'Emeric, un pur citadin qui a plaqué sa vie parisienne. C'est quoi l'idée de ce projet de venir s'installer ici, prendre une ferme et être paysan, néo-paysan et différemment? C'est quoi l'idée? Donc après avoir eu un parcours, on va dire, classique, entre guillemets, faisant mes études, en travaillant comme monsieur tout le monde, j'étais pas satisfait de ça, quoi. Je trouvais pas le sens, je savais pas où j'allais, quoi. Et je me suis juste simplement posé en me disant, mais ça va être quoi ma vie, quoi? Quand est-ce que je suis heureux? Quand est-ce que j'ai le sourire? Et ben, j'ai le sourire, voilà, quand je suis dehors, quand je mange bien, quand je suis avec des amis. Et donc, j'ai voulu
mettre en pratique tout ça, c'est-à-dire partir de zéro, de la base, avec la terre, produire des bons aliments et les amener jusque dans mon assiette. C'était ça pour moi. Et après, de le partager. Donc on le partage avec des amis autour d'une bonne table, mais on le partage aussi avec les consommateurs qui sont là. Du coup, on refait vivre les campagnes, on ramène du service, on ramène de la qualité auprès des consommateurs très localement. Nous, on vend tout à 5 km d'ici. Et cette ferme collective est une véritable petite entreprise. Tous les produits qu'ils fabriquent eux-mêmes, jambon, rillettes, fromage, sont vendus directement aux consommateurs, sur place ou sur des marchés. Les céréales qu'ils cultivent servent à faire du pain, lui-même vendu 2 fois par semaine. Vous faites tout ici, Camille? Notre idée, notre concept, c'était d'aller juste du champ à la fourchette. C'était le projet des briques à la base et puis du coup le projet auquel on s'est associé après. Donc là, en fait, c'est notre blé qu'on fait pousser et qu'on transforme en farine. Et avec le blé, on fait le pain et puis des dérivés. Donc normalement, tous les vendredis, on fait des feuilletés avec des produits de la ferme. Des feuilletés, des cannelés, des brioches, du pain. Et puis du coup... Tout vient de la ferme? Tout vient de la ferme. Alors aujourd'hui, la chose qui nous manque un peu, c'est les légumes. Voilà. C'est en projet aussi, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc pour l'instant, on achète à des maraîchers bio du coin. Les produits qui leur manquent, Aymeric, Marie et Camille les échangent avec les fermiers du coin. Une vie quasiment en autosuffisance, mais pas du tout coupée du monde. Les gens de la ville toute proche ont appris à connaître et apprécier le travail de ces convertis à l'agriculture. Elle n'a pas compris, c'est pour ça qu'elle a... D'ailleurs, leur aventure attire de nombreux curieux. Des stagiaires français et étrangers séduits par le modèle. Vous sentez qu'il y a des gens à qui ça donne envie de... Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont passés là, qui se sont installés après. Ils sont restés 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et qui sont installés pas loin ou peu importe, mais c'est délicat, enfin, c'est quand même difficile. Quoi. Je mets en garde, ouais, c'est pas donné à tout le monde, entre guillemets. Quoi. C'est dur à tous les niveaux. Quoi. Enfin, moralement, physiquement, économiquement, familialement, c'est quand même à prendre au sérieux. Quoi. C'est super dur parce que t'as pas le manuel. C'est l'agriculture, enfin les systèmes agricoles sont super complexes et t'as plus d'héritage. Autrefois, tu voyais ton père ou ton grand-père qui faisait comme ci, comme ça, machin, et ben toi tu le faisais comme ci, comme ça, et tu ne posais pas réellement la question parce que c'était du bon sens, quoi. Et là, ce côté bon sens, héritage, pour moi c'est un patrimoine agricole, culinaire, on l'a plus, quoi. Donc le fromage, on teste, on se casse la gueule, on fait ci, on fait ça. Le pain, on teste, on fait ci, on fait ça, on se casse la gueule. Voilà, d'observer les animaux, c'est pas évident. Il a le poil qui est comme ça ou comme ci. Il faut tout comprendre, quoi. C'est très très enrichissant, c'est génial. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Tu grandis, tu atteins la sagesse presque à un moment donné, mais faut être patient. L'expérience est pour l'instant un succès, mais elle n'a rien d'un conte bucolique. Les 35 heures et les 5 semaines de vacances sont à oublier et le salaire ne dépasse pas 600 €. Mais pour ces néo-ruraux, le travail a désormais un sens et personne ne regrette son choix. Marie, c'est le mode de vie que vous avez choisi. Ouais, que j'ai choisi et pour l'instant qui me satisfait pleinement. Le fait d'être sur une petite ferme à plusieurs, de partager le travail, de donner du sens à la production et de montrer qu'un autre système est possible aux agriculteurs, aux citoyens et à nos enfants qui pourront manger des bons produits plus tard. Alors ce retour à la terre, cette quête d'autonomie peut parfois prendre une forme plus radicale. Aux États-Unis, certains ont décidé de couper totalement avec la société de consommation
On les appelle les débranchés. 1 million ont déjà franchi le pas. En plein centre de la Floride, Gainesville est l'une des plus grandes villes universitaires du pays. 80 000 étudiants, un campus géant où l'on se déplace d'une classe à l'autre en grosse cylindrée. Climatisation à fond, consommation énergétique sans limite. Bientôt, ces étudiants rejoindront les plus grandes entreprises du pays. Pendant qu'ils perpétuent l'American Way of Life, à seulement 15 km de là, d'autres Américains se préparent à une toute autre vie. Leur campus à eux ressemble à un vaste camping sauvage. Ni électricité ni eau courante, pas de téléphone ou d'ordinateur. 1, 2, 3, Durant 4 jours, près de 2000 personnes venues de tous les États-Unis vont apprendre à se passer d'une bonne partie du confort moderne, à devenir ce qu'ici on appelle des off-the-grid, traduction littérale, des débranchés. Neil, 31 ans, habite avec son épouse Sarah et leur enfant de 2 ans en Caroline du Nord, des citadins américains qui vivent d'ordinaire en appartement. Il y a des insectes. Mets-les dehors. Ce sont des fourmis. C'est leur maison ici, tu te rappelles? C'est nous qui sommes chez elles. Ce séjour est un moyen pour eux de se tester, car ils envisagent de tout quitter pour vivre autrement. Ils disent aujourd'hui être en transition. Sommes-nous prêts à vivre à plein temps dans la nature? Pour le moment, pas vraiment. Il y a trop d'inconvénients comme la neige, la chaleur, les insectes. Mais ici, on apprend à quoi ça pourrait ressembler. Quelles sont nos limites? À quoi voudrait-on que notre vie ressemble? Par exemple, comment vivre avec le strict minimum? Qu'est-ce qui est superficiel? Que peut-on laisser derrière nous? Et surtout, ce que nous apprenons ici, c'est qu'on peut offrir ou recevoir des choses sans avoir à les payer. Neil est professeur de sport et gagne plutôt bien sa vie. Pourtant, son rêve serait d'emménager dans une cabane au milieu des bois. Il faut que tu gardes le côté plat contre la paroi, ça marchera mieux. Ah oui, je vois. Ici, il est venu apprendre à construire seul les bases de son futur foyer. Comment ça se passe ici? Il faut raboter sur 10 cm. C'est une expérience intense de faire sortir une maison d'un tronc d'arbre. Est-ce un moyen pour vous de sortir de la société de consommation? Oui, absolument. Ou au moins essayer de la redéfinir. Ça fait partie de la base de l'enseignement ici. Ce genre de rassemblement montre qu'il existe une alternative à ce système, où on achète sans même savoir d'où proviennent les produits et qui les a faits. Je n'ai rien contre le fait d'utiliser des technologies modernes, mais je ne veux pas perdre ma vie à travailler tout le temps pour me payer des choses dont en réalité je n'ai pas vraiment besoin. Neil participe pour la première fois à ce rassemblement, le plus grand du pays. Il existe depuis 5 ans et s'est peu à peu organisé. La quête de liberté n'autorise pas l'anarchie. Dans le règlement, il est stipulé que les chiens sont interdits, les drogues, l'alcool, les feux de camp sauvages aussi. Et ne marchez pas sur les fleurs. Chuck, 35 ans, est un des pionniers du mouvement. Quand on a commencé, on n'était qu'une centaine. On se connaissait tous, on passait notre temps ensemble à faire les poubelles, à manger des animaux qu'on trouvait morts au bord de la route. À ses débuts, ce rassemblement était super radical. Il n'y avait que des gens qui vivaient déjà comme ça qui venaient ici. Mais maintenant, on a des mères de famille, des fermiers, des personnes qui se préparent à la fin du monde, d'autres qui vivent en forêt, des étudiants, des gens de tous les milieux viennent à ce rassemblement. Apprendre à faire des choses de leurs propres mains, se rencontrer, se connecter avec la nature, ça les nourrit bien plus que leurs problèmes quotidiens. Et pour se reconnecter avec la nature, il faut réapprendre des techniques ancestrales. Démarrer un feu à l'aide de morceaux de bois,
Vous avez des petites flammes, c'est cool. Fabriquer de ses mains des armes de chasse. C'est votre première flèche. J'espère que vous en ferez plein d'autres. Ou encore, apprendre à se camoufler pour chasser. Ça, c'est juste un chapeau, mais ça masque aussi mon visage. Pour que ça fonctionne bien, je rajoute ça par-dessus. Il y a 2 ans, Grant portait plutôt une toque de cuisinier. Il a quitté son travail et la ville pour devenir off the grid et professeur de vie sauvage. C'est un jeu comme un cache-cache, sauf que le chasseur ne doit pas bouger. Donc toi, tu es le chasseur, et tous les autres sont les proies, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as pas le droit de bouger d'ici pour les trouver. Je vois quelqu'un là-bas avec un petit chapeau. Un jeu pour se reconnecter avec les éléments. J'apprends à rester calme et à écouter la nature. Des rassemblements comme celui-ci, il en existe aujourd'hui des dizaines aux États-Unis. Car le courant des débranchés est devenu en quelques années un phénomène de société. Ces idéologues propagent la bonne parole via des sites internet, des ouvrages et même des émissions de télé-réalité. On va vivre sans électricité. Ça marche pas. Sans eau potable. Ça va être difficile. Les off-the-grid ont même leur propre chaîne de télévision sur le web. Un comble pour un mouvement qui prône la déconnexion. Bonjour à tous. Rares sont ceux qui ont le courage de devenir de vrais débranchés. Aux États-Unis, ils sont plus d'1 million à avoir franchi le pas. Pour Neil et sa famille, les 3 jours d'apprentissage n'ont pas suffi. Ils vont retourner quelque temps à leur vie citadine. Je ne pense pas qu'on soit encore prêt. Mais si on continue à se préparer et qu'on s'entoure des bonnes personnes, on y arrivera tous ensemble. Réinventer une société sans argent ni modernité, est-ce un mode de vie réaliste ou une utopie? Grant, le professeur de camouflage, a franchi le pas. Nous sommes allés le retrouver dans les forêts de Caroline du Nord. Il n'a pas d'adresse. Il nous a donné rendez-vous devant une station-service abandonnée. C'est parti, suivez-moi. Grant vit avec sa compagne Sarah dans une cabane en bois prêtée par un ami. Ni électricité ni compteur d'eau, les lampes ne sont là que pour décorer. La seule source d'eau potable provient d'une cascade naturelle. Grant a bricolé une canalisation pour l'acheminer à sa cabane. Il y a quelque chose qui empêche l'eau de s'écouler. Je vais essayer de nettoyer. Ce système tout à fait légal permet à Grant d'économiser près de 500 € de facture d'eau par an. C'est pas si simple d'obtenir de l'eau gratuitement. C'est assez simple. Ça demande juste un peu d'entretien. Comparé aux centaines de dollars que tu dépenses tous les ans pour l'eau de la ville, qui est pleine de chlore et de poison, moi, non seulement je l'ai gratuitement, mais en plus elle provient de la montagne. Elle ne peut pas être plus fraîche et pure. Alors honnêtement, ça en vaut la peine. Il lui faudra plus de 3 heures pour réparer le système. C'est beaucoup d'efforts, ça ne vous donne pas envie de payer une facture comme tout le monde? Non. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je travaille beaucoup plus. Et je ne veux pas travailler plus. Je veux rester ici. J'aime cet endroit. Sarah, la compagne de Grant, est elle aussi formatrice dans des camps pour débrancher. Grâce à leurs revenus d'instructeurs, ils vivent à 2 avec moins de 500 € par mois. Ça y est. Ça coule, je suis trop contente. Il faut que je hisse tout ça là-haut. Élevé dans une famille classique américaine, puis devenu chef cuisinier, Grant a eu un déclic il y a 2 ans, lorsqu'un ami lui a fait découvrir cette cabane.
À l'époque, je travaillais de plus en plus pour au final gagner de moins en moins. Et surtout, je n'avais plus un moment à moi. J'en ai eu assez de tout ça. J'étais bien trop frustré en sortant du travail. Faire le service, la cuisine, ça n'avait aucun intérêt. J'ai dit stop. Tout ce que je voulais, c'était être libre. Y est-il vraiment parvenu? Pour réussir à se nourrir avec si peu d'argent, Grant doit parfois replonger dans la société de consommation. Si on se fait attraper, c'est grave. On peut nous accuser de violation de propriété privée. Dans le jargon des débranchés, cela s'appelle le dumpster diving, la plongée dans les poubelles. Il y a quelques trucs à l'intérieur. Le principe, écumer les bennes à ordures des grandes surfaces. Ça va? Ça va, c'est pas génial, mais il y a de quoi faire. Regarde, il y a du chocolat. Où ça? Il y a du chocolat, 4 boîtes là-bas. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, on fait un peu de récup. Vous voulez qu'on parte? Dès que vous pouvez, c'est mieux. Ok, on part dans 30 secondes. C'est pas un peu exagéré comme méthode? Tout est relatif. C'est surtout n'importe quoi de jeter toute cette nourriture. Allez chérie, faut partir maintenant. La loi américaine impose aux supermarchés de jeter les produits dont la date de péremption est dépassée. Beaucoup restent tout à fait consommables. Grant s'en nourrit depuis 2 ans. Il faut sentir le produit pour savoir s'il est réellement périmé. Ça a l'air bon. Oui, c'est mangeable. Il y a partout des gens qui meurent de faim. Et aux États-Unis, nous jetons 40% d'aliments consommables. Ça n'a pas de sens. Regardez ça, par exemple. Ça coûte 2 €, 4 €, 6 €. On vient d'économiser 19 € et ça nous a juste pris 5 minutes. Donc imaginez ça à grande échelle. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de récupérer. Il y avait des vingtaines de boîtes comme celle-là. Rejeter la société de consommation et finir par en récupérer les déchets, Grant et Sarah n'y voient aucune contradiction. Pour eux, c'est le prix de la liberté. Pas de parents, pas de règles. Je fais ce que je veux la plupart du temps. Et j'aime ça. Je mange mieux que les 3/4 des gens, même si parfois, je me nourris en fouillant les poubelles ou en ramassant des animaux morts sur le bord de la route. Mais essayez. Vous ne trouverez jamais ça dans un restaurant. Voilà un animal récupéré mort sur la route et mis en conserve. Il y a écrit « Joyeux Noël », car on l'a mis en conserve à Noël. Mais rien ne vous manque jamais? Bien sûr que si. Parfois, j'aimerais regarder un film, prendre une douche chaude, aller au restaurant sur un coup de tête pour manger un morceau ou boire une bière fraîche. Mais tout ça a un prix et je ne veux pas le payer. Ici, je dors bien, je suis au calme, je me réveille avec le soleil. C'est plus facile et la vie est plus belle. Je me sens tellement mieux ici qu'en ville. Grant et Sarah affirment qu'ils ne reviendront plus en arrière. Est-ce réaliste? Combien de temps peut tenir un homme débranché? Il y a 10 ans, une équipe d'un œil sur la planète avait rencontré un des premiers off-the-grid. Par rejet de la société et du système de consommation, Jim Merkel avait quitté quelques années plus tôt son métier d'ingénieur en armement pour s'installer dans les forêts du Vermont. Ici, on fait pousser nos légumes. On va chercher notre eau, ce sont des petites choses toutes simples. Mais on peut les faire très très longtemps et conserver comme ça une belle planète. Il menait une vie sommaire dans une cabane sans eau courante ni électricité. 10 ans plus tard, qu'est devenu notre homme des bois? Nous l'avons retrouvé à 400 km de sa cabane, près de la frontière canadienne, affrontant le rude hiver du Maine.
C'est pas très débranché d'utiliser une tronçonneuse. Non, c'est vrai. Cette tronçonneuse est pleine d'essence, ce liquide diabolique. Jim a troqué sa hache contre une tronçonneuse, son insouciance pour une vie de famille et sa cabane pour une grande maison. À 57 ans, il a renoncé aux aspects les plus radicaux de la vie débranchée. Tu veux ce morceau de bois? Attention, c'est lourd, hein? C'est du chêne. Avec sa compagne et son fils de 4 ans, Jim est devenu un débranché version tout confort. Sa maison n'est raccordée à aucune ligne électrique, mais quelques morceaux de bois et des panneaux solaires lui permettent une totale autarcie. On a eu une tempête de neige récemment et un couple d'amis qui habitent en ville ne parvenait même plus à tirer la chasse d'eau car l'électricité ne fonctionnait plus depuis 2 semaines. Ils n'avaient plus d'eau potable, ne pouvaient plus cuisiner, ils avaient froid, donc on les a invités chez nous car ici tout fonctionnait. Un habitat dont la consommation énergétique est réduite au strict minimum, cela s'appelle une maison passive. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Toute l'énergie solaire est stockée dans un système de batterie qui alimente entièrement la maison. Ça fait partie du quotidien d'un débranché, vérifier ses batteries. Jim a investi dans cette maison l'essentiel des économies qu'il avait réalisées avant de quitter son poste d'ingénieur. Après 4 ans de travaux et 150 000 € de dépenses, elle ne lui coûte plus rien. À l'intérieur, il fait chaud, l'eau coule au robinet, la lumière rayonne à tous les étages, sans facture. Tous ceux qui se sont penchés sur l'avenir de notre planète le disent. Les États-Unis sont une catastrophe pour notre Terre. Donc on a une responsabilité, le devoir de changer les choses. Je dois faire en sorte de changer les mentalités. Je n'aime pas prêcher la bonne parole et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Je préfère leur dire simplement « voilà comment moi je vis ». Je partage mon expérience personnelle. Certains vont adhérer et y réfléchir, d'autres vont me prendre pour un fou, mais ce n'est pas grave. Fidèle à la lettre à ses valeurs, Jim ne se déplace qu'à vélo, quelle que soit la météo. Avec ça, je suis paré. C'est parti pour un tour. Un tour par moins 16 degrés. 10 km dans le froid pour aller faire ses courses quotidiennes. Après 20 ans de vie isolée et vraiment débranchée, Jim s'est rapproché d'un village écolo. Ici, les habitants s'efforcent de ne consommer que local et bio. Le magasin communautaire vend les produits des environs dans de grands jerrycans. Chacun vient avec ses bocaux et ses sachets. Impact environnemental minimal, même si ce n'est plus la vie sauvage que Jim a connue plus jeune. J'ai changé un peu de vie pour des raisons de santé, car je ne voulais pas avoir de carence alimentaire. Et je voulais vraiment profiter de ma famille, avoir des loisirs, tout en militant pour un monde meilleur. J'ai une vie plus équilibrée aujourd'hui. Merci, ça fait 181 $ et 9 centimes. Ok, merci. Plus de 150 €. Jim n'a pas repris d'activité professionnelle à plein temps, mais il gagne sa vie en donnant des conférences rémunérées sur les alternatives à la société de consommation. Après les courses, rendez-vous avec des habitants du village qui souhaitent rendre leur habitation plus écolo. Je voudrais savoir combien d'entre vous sont là parce qu'ils veulent réduire leur consommation d'énergie à leur domicile. Waouh, ok. Ça fait 25 ans que je travaille à ça. Et je constate qu'aujourd'hui, les gens sont prêts. Il y a 25 ans, cela n'intéressait que les fous. Désormais, tout le monde est prêt à entendre ce discours. Et certains sont prêts à en faire un programme politique. Je vous présente Jonathan Fulford, que vous connaissez parce qu'il a été candidat aux élections. Aux côtés de Jim, un de ses amis, Jonathan Fulford, qui l'an dernier s'est présenté au Sénat avec un programme résolument écolo. Jim a fait campagne pour lui et pour ses idées à contre-courant dans ce pays où le développement industriel prime sur tout. Jonathan Fulford n'a échoué que d'1 demi-point lors de l'élection, alors qu'il n'avait jamais fait de politique.
Nous souhaiterions qu'une partie du budget consacré au développement des infrastructures pétrolières soit destinée à l'essor des énergies écologiques et renouvelables. On n'a plus de temps à perdre. Il est urgent de prendre une décision politique qui revoie la destination de cet argent. Jim Merkel va désormais répandre la bonne parole au-delà des frontières américaines. Dans quelques mois, l'ex-homme des bois s'envolera pour l'Europe, où il donnera des conférences sur la vie off the grid. C'est le paradoxe des débranchés. Pour changer le monde, ils n'ont d'autre choix que de s'y reconnecter. Vivre mieux avec moins, considérer la modération comme une forme d'élégance, un homme en a fait sa vie avant d'en faire une théorie. C'est le paysan philosophe Pierre Rabhi, 78 ans. Un sage, une sorte de Gandhi du terroir, qui prêche la décroissance et le respect des rythmes de la nature. Pierre Rabhi, vous prenez la sobriété heureuse, de laquelle se réclament des milliers de gens aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la sobriété heureuse ? C'est en fait réajuster nos besoins matériels pour que, disons, il y ait équilibre entre être et avoir. C'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui n'ont rien, puis il y a des sociétés qui ont beaucoup. Et ce que nous remarquons dans les sociétés qui ont beaucoup, c'est-à-dire qui ont pléthore de biens, c'est qu'en même temps, ils consomment beaucoup d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, la pléthore d'avoir se fait au détriment de l'être. Ça ne veut pas dire que chez les gens qui ont beaucoup, il n'y ait pas de la misère à l'intérieur. Mais le paradigme selon lequel c'est avec le toujours plus qui est exprimé par la croissance économique indéfinie, par les produits nationaux bruts, etc., puisse être porteur d'une quelconque joie, bonheur à exister, c'est un leurre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut revenir à une sobriété. La sobriété, mettre les choses à notre juste mesure, de façon à ce que l'être soit nourri et ne soit pas oublié dans nos vies, dans notre démarche. Vous dites qu'il faut arrêter de blâmer les politiques, qu'il faut arrêter de gémir, qu'il faut faire sa part. Oui. Commencez par faire sa part. Expliquez-nous ce que ça veut dire. On est dans la complexité d'un système qui a aliéné l'être humain. Il fait des gens spécialisés en ceci, en cela. Ils rentrent à vie dans leur spécialisation et ça fait cage d'écureuil. Voilà. Et donc, je me suis demandé ça. Et un jour, je lis un petit encadré sur une revue qui disait, où il était dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Toutes les créatures étaient atterrées, regardaient l'incendie, complètement impuissants. Et puis, le petit colibri, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière, ou je sais où, il vient les jeter sur le feu. Il s'active. Et le tatou qui l'observe depuis un bon moment lui dit « Mais colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et moi, ça a fait tilt, parce que je veux dire, si chacun de nous faisait sa part, on éteindrait le feu. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on a lancé ce mouvement qu'on appelle Colibri. Faites votre part, essayez de faire ce que vous pouvez là où vous pouvez, et en conjuguant toutes nos énergies, on peut changer le monde. Il n'y a que comme ça qu'on peut le changer. C'est pas par des décrets politiques. Si on vous suit, la tâche est énorme. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, la vie procède par contamination. Si vous voulez prendre tout le problème et le résoudre entièrement dans un seul coup, c'est non. Mais par contre, tous les exemples qui naissent ici ou là de gens qui changent de paradigme, qui changent de comportement, c'est par contamination que ça se fera. C'est pas par un décret international où tout le monde doit s'ajuster. Vous avez commencé par vous-même, puisque vous avez fait ce chemin de retour à la Terre il y a plus de 50 ans. Oui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent suivre ce même chemin. Oui. Est-ce que la révolution commence par soi-même? Est-ce que la révolution est individuelle d'abord? Elle est totalement individuelle. Je pense que je peux bouffer bio, trier mes déchets et pourrir la vie de ceux qui vivent avec moi. Je veux dire, c'est pas incompatible.
problème, c'est pas de changer de comportement, c'est que l'être humain doit changer. Et ça s'appelle simplement la bienveillance et l'amour. C'est ça qui est fondamental. Cette révolution profondément humaine dont parle Pierre Rabhi, certains Français l'expérimentent déjà. Pas de statut déboulonné ou de grosses manifs, ils tentent sans bruit de vivre mieux. Regardez ces deux exemples. Dans une entreprise où il n'y a pas de patron ou que des patrons, et dans ce quartier où ne pas connaître le nom de son voisin relève de la blague. Sur le plateau des Mille Vaches, au cœur de la Creuse, loin, très loin des grandes villes, un village pas comme les autres, Faux-la-Montagne. À 800 mètres d'altitude, les hommes ont fait pousser des forêts, ils y cultivent aussi des idéaux. Comme dans cette Syrie, où depuis 30 ans, il n'y a pas de patron, ou plutôt chacun est à son tour. Une entreprise où le travail est partagé. Rémi Chola conduit son chariot de commande, puis il ira remplacer son collègue à la découpe du bois. Ici, on change de poste toutes les 2 heures pour éviter de fatiguer les corps et les esprits. Alors, du coup, on a une priorité sur le 134 d'Orobier. 3 piles à faire encore. La polyvalence, l'absence de chef, ça s'appelle de l'autogestion. On est maître de notre travail, de nos décisions. Et on n'est pas piloté par les affects de notre patron, mais par les nôtres. C'est pas perturbant justement ce côté pas de chef? Ah bah si, ça peut l'être. Ça peut l'être beaucoup, mais les gens qui sont ici, c'est pour ça qu'ils viennent. Et en quoi ça peut être perturbant justement? Bah, ça peut être perturbant parce que ça peut être confortable de faire ce qu'on nous dit de faire. Et que quand il y a un problème, ben forcément c'est le patron qui m'a dit de le faire, et s'il y a des conneries, bah oui, hein, c'est lui. Hein. Moi, je ne fais qu'exécuter. Alors qu'ici, moi, je vois plein de conneries qui se font dans l'entreprise, hein, on en voit tous, mais on en est tous responsables. Pas de chef, pourtant pour l'administration, il en faut un. Alors le PDG est tiré au sort tous les 2 ans. Et la dernière fois, c'est le nom de Claire Lestavel qui est sorti du chapeau. Elle ne préside rien, elle ne dirige rien. Son titre l'autorise seulement à signer les documents officiels. Ça change rien au quotidien, ça change rien au salaire, ça change rien au pouvoir. Le pouvoir, il se fait en fonction de, je dirais, des gens. Il y a des autorités naturelles, et il y a des gens qui ont plus de charisme que d'autres. Et il est là le pouvoir, il n'est pas dans la fonction ni dans le statut. Personne ne dirige l'entreprise, mais tout le monde a son mot à dire. Une organisation horizontale où les décisions sont prises par les 25 employés. Du coup, ça te fait une planche qui est ronde, quoi. Pire, on peut le livrer autrement. Ici, pas d'augmentation de salaire ou de promotion. Tout le monde touche le SMIC. À partir du moment où on est tous payés sur une même base horaire de salaire, ça réduit les pouvoirs éventuels entre les gens, ça réduit toutes les questions autour de ça, et combien tu gagnes, et combien tu as comme prime, et pourquoi. Et ça, au moins, ça nous permet de ne pas passer du temps pour des choses qui, finalement, ne sont pas du travail en soi. C'est quoi, c'est délit? Le même salaire pour tout le monde, mais certains ne cracheraient pas sur une petite augmentation quand même. Je serai à 1005, 1007, je dirais pas non. Parce que là, vous êtes à combien? 1002. 1002, pratiquement 30 ans de boîte. C'est le prix d'un idéal? Ouais, quelque part, ouais, mais bon, au bout d'un moment, ça use aussi. Pourquoi vous continuez alors? Parce que j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Mieux. Au niveau qualité, je me vois pas maintenant, surtout à mon âge, avoir un patron, enfin un ou des patrons traditionnels. C'est pas possible. Mais il ne supporterait pas. Non, puis moi je ne supporterai pas non plus. Non, c'est impossible. Une modération salariale en échange d'un bien encore plus précieux à leurs yeux, le temps libre. Le sien, Rémi Chola le consacre à sa famille. Après un congé parental d'1 an, il a choisi de ne travailler que 4 jours par semaine. J'ai 3 enfants, hein, du coup ça a été de voir grandir mes 3 enfants. Ça c'est déjà une chose importante. Avoir un rythme de vie qui ne soit pas simplement balisé par le temps de travail.
Le bonheur pour moi, ça serait que mon bonheur personnel soit celui de tout le monde, de tous ceux qui travaillent en France. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Ce temps choisi, d'autres le consacrent à la vie du bourg. Ce jour-là, Claire Lestavel a troqué sa casquette de PDG pour celle de cantonnière bénévole. Je me sens un petit peu, entre guillemets, en famille. Donc voilà, ça m'apporte un lien avec mes voisins, quelles que soient nos différences. Voilà, parce que tout le monde n'est pas pareil, mais en même temps, si on ne fait jamais de choses ensemble, on ne risque pas de se rencontrer non plus, quoi. Et ce village creusois est devenu un creuset d'initiatives. La crèche, par exemple, créée par les employés de la Syrie, elle attire de nouvelles familles. L'école, qui ne comptait que 10 élèves, a ouvert 2 nouvelles classes. De bourg moribond, Faux-la-Montagne est devenu en 30 ans un champion du dynamisme rural. Moi j'ai connu la décroissance du bourg, avec les maisons qui se vidaient petit à petit, et donc j'assiste à la nouvelle croissance du bourg. Si la réussite c'était de sauvegarder un pays et d'y vivre, oui, c'est la réussite est là, hein, c'est certain. Avec de l'envie et une dose de bonne volonté, ces salariés ont préservé leur entreprise et permis à tout un village de prospérer, tout cela grâce à une valeur, celle du partage. Et ce qui est possible à l'échelle d'un village peut l'être aussi à l'échelle d'une ville. Dans le nord de Lyon, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, les locataires de cette cité HLM ont créé ce qui ressemble à la Maison du Bonheur. Ensemble, ils se retrouvent dans ce pavillon pour partager des moments. Ce jour-là, c'est l'atelier cuisine. J'ai ramené des pommes de terre et des oignons. Okay. Valentin Luigi, cuisinier professionnel, dirige les opérations. En plus. Moi, je vois bien une salade bien fraîche, comme il fait beau. Des recettes qu'il partage avec Nadia Berthet, ça pleure un petit peu. Sa voisine du premier, ou encore Hélène Partageau, la retraitée. Les oignons sous l'eau pour chacun apporte un ingrédient. C'est vivant encore. Et au fil du temps, la convivialité s'est transformée en amitié. Depuis qu'on connaît tout le monde, on a juste envie de rester en fait. Et c'est devenu des copains en fait. Donc moi je viens pour voir mes copains, pour faire des choses avec eux. Puis on peut parler aussi de ce qui va pas. En fait. C'est essentiel parce que d'habitude là on amène plutôt ce qui va, c'est vrai qu'il fait beau et tout, mais des fois ça va pas et on en parle aussi. Du coup de parler de ce qui marche et ce qui marche pas, je pense que ça amène juste la communication, on communique. Mais oui c'est ça, comme ça on est obligé de toucher l'autre en fait. Autrefois la résidence accueillait des familles de cheminots. Après leur départ, le quartier a eu mauvaise réputation, jusqu'à la création de l'association Chers Voisins, il y a 3 ans. Les locataires se sont alors emparés des espaces verts pour en faire des jardins potagers. Donc dans un premier temps, on a réparé la toiture. Et puis Jeannie Paul nous a récupéré un morceau de chenot. Ça a été un grand moment. Voilà. C'est tout à la débrouille, tout surtout à la récup. Et on veut apprendre à faire les techniques des boutures, les techniques de voilà. Même si on tâtonne, ça nous fait rire et il n'y a pas d'obligation de résultat. Alors les loulous, on enlève les chiens dents, parce que les chiens dents, sinon ils vont manger tout ce qu'il y a dans la terre et ça ne laissera pas pour les carottes. Et le jardin, c'est le domaine de Jeannie Paul. C'est une terre qui va être très riche parce qu'elle a énormément de verre. Elle n'a pas été travaillée depuis longtemps. Jeannie, elle a une certaine expérience dans le jardinage, donc même moi je ne savais pas que ses racines c'était du chien dent. Donc il y a un aspect pédagogique d'échange de savoir. Et à terme, vu l'étendue de jardin qu'on a, c'est que si tout le monde s'y met d'une certaine manière cohérente, on pourrait nourrir en fait tous les gens qui habitent ici. On a prévu de mettre des tomates, des haricots verts. Entre les 2 piquets, j'ai planté des fèves, des carottes et des panais. Et ça sera pour ceux qui viendront les ramasser. Même s'ils n'ont pas fait l'effort de les planter ? Même s'ils n'ont pas fait l'effort de les planter. Un potager, c'est extrêmement lourd quand on est tout seul. Quand on plante des courgettes, en général, on a tellement de courgettes qu'on ne peut pas les manger soi-même. Mais si on est 10, 15, 20 pour manger les courgettes, c'est tout juste génial. Nourrir ses voisins, les maintenir en forme également.
Grâce à la générosité de tous, le sous-sol de la maison commune s'est transformé en vraie salle de sport. Tu bloques, en fait, ça maintient ta ceinture abdominale et du coup, tu te blesses pas. L'abonnement ne coûte que 15 € par an. Et c'est Nadia Berthet qui coache ses voisins 3 fois par semaine. Ça me rend heureuse d'échanger parce que, en fait, c'est gratifiant. C'est qu'on a un savoir et on a des gens qui nous écoutent et qui prennent ce savoir et qui nous en remercient après. Donc, ouais, ça touche. Ça va, Hélène? Et il y a des gens qui font ça tous les jours. Ça va, Hélène? Ça va bien, ouais, c'est marrant. Ah, j'ai inspiré avant. Par contre, après, t'as plus envie de remonter. Non, moi, je vais rester là, en fait. C'est la première fois que vous venez, Hélène? Oui, je découvre, ouais. Et alors? Comme il y a un échange, je trouve que c'est plus simple. Il n'y a pas le prof qui sait tout, même si elle sait énormément de choses, enfin. Ouais. Je vais vous donner quoi? Comme échange? Je disais que je pourrais proposer un peu de la méditation, parce que moi, je fais pas mal de pratiques de méditation, donc j'aimerais bien, le matin, faire des groupes. Ah, c'est cool. Ouais. Dans les étages aussi, on se rend des services. Oh, papa! Nadia garde parfois Yuma, le fils de Valentin. Lui ira nourrir son chat lorsqu'elle partira en vacances. Nickel. Une proximité choisie, jamais imposée. Participer à Chers Voisins n'est pas une obligation. Trop mignon. Je suis tellement occupé dans ce que je fais que j'ai même pas le temps d'y aller sur 2-3 semaines, ça arrive. Hein. C'est pas ça qui fait qu'on va dire « Ah, t'étais pas là ». Non, c'est dès que je vais revenir, ça va être... Par contre, on s'envoie quand même des petits textos, qu'on voit que quelqu'un est pas là depuis un moment. On envoie un petit texto, salut, quoi de neuf, tu vas bien, est-ce que tu veux descendre prendre un café? Et histoire juste de s'assurer que ça va bien quand même si la personne ne vient pas. Chacun son rythme en fait, ouais. Une grande maison, on a chacun notre chambre. Et si on veut aller dans le salon, voilà. C'est un peu ça. Si on veut aller dans le jardin, voilà. C'est une très très grande maison. Très très grande famille. C'est chaud à table. Cette convivialité retrouvée rayonne sur tout le quartier. Merci. Il y a de la sauce salade. Un temps délaissé, il affiche désormais complet avec 70 familles. Mais la maison reste ouverte à tous, même à ceux qui ne sont jamais venus. On prévoit toujours une assiette, au cas où. C'est jamais, hein. Pour l'invité surprise. Pourvu qu'ils viennent pas, on en aura plus. Je fais la même chose. Comment ça s'appelle Au mois de mai dernier, en Savoie, au Carélis, s'est tenu un festival d'un genre particulier, avec ce titre qui interpelle « Oser la fraternité ». 500 participants venus de toute la France, des hommes et des femmes, à la recherche d'harmonie. Il s'agit de nous remettre en disponibilité intérieure. On est là pour vivre le lien. Et dans votre cœur qui s'apaise. Des séances de méditation et des conférences sur le vivre mieux pour des personnes qui partagent la même quête de spiritualité. Si, c'est très beau vu d'ici. Ici, il y a de la joie, de l'amour et de la paix dans toutes les directions. Des ateliers d'énergie verte, des pratiques bio en tout genre, le tout axé sur le partage et l'entraide, une ode de 4 jours à la fraternité. Il y a besoin d'un festival pour ça? Oui, parce qu'en fait, ce qui est génial dans ces 4 jours, c'est que non seulement on parle de fraternité, mais le défi, c'est de la vivre ensemble. Donc on avait envie de proposer à 500 personnes de venir vivre ensemble pendant 4 jours, d'explorer un village fraternel qui pourrait vibrer avec d'autres valeurs. Et voilà, donc ici, vous avez pu voir, hein, on se donne souvent même des petits sourires qui symbolisent qu'à un moment, on a partagé un moment de fraternité avec une personne. C'est un signe de gratitude. On essaye de se tendre la main. Alors donc, là, c'est un sourire. Je te donne un sourire. Alors là, vous me donnez un sourire en carton, oui, si j'ose dire, mais quand vous êtes en dehors de votre petit monde fraternel ici, comment vous transformez cette théorie en acte à l'extérieur, dans le vrai monde?
C'est tout le défi. Et souvent, on a tendance à dire que le vrai forum ou la vraie fraternité, c'est pas ici. Ici, c'est trop facile. C'est quand ça sera fini. Est-ce qu'on aura réussi à déclencher cet élan? Est-ce qu'en rentrant chez eux, nous tous, parce qu'on est tous villageois, moi je suis organisatrice, mais je suis aussi participante et je suis là pour apprendre comme tout le monde. Est-ce qu'en rentrant chez moi, je vais être changée? Est-ce que je vais tendre la main? Est-ce que je vais faire l'effort de... Est-ce que je vais ramasser le papier qui traîne? Est-ce que je vais penser à appeler ma vieille tante? Est-ce que tout simplement je vais sourire aux gens? C'est exactement ça. C'est quoi votre démarche? C'est la société vous plaît pas telle qu'elle est? Vous voulez la changer? Expliquez-nous. En fait, nous, à Terre du Ciel, on pense que le changement vient de l'intérieur, de soi-même. C'est vraiment la phrase de Gandhi qui est archi connue, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Le début de la phrase, c'est sois le changement, incarne le changement. Comment je peux changer, comment je peux m'améliorer, comment je peux être au monde différemment. Et en fait, automatiquement, si je suis moi-même alignée et en accord avec le monde, je serai forcément l'influence sur le monde. Et donc, le monde changera avec tous les changements intérieurs de chaque personne. L'atelier complet, c'est le cours de biodanza. Une sorte de danse intérieure qui permettrait d'exprimer les émotions les plus intimes grâce au groupe. C'est toute notre relation à l'autre qui peut se dire. Le contact comme thérapie à la recherche du bien-être. À l'extérieur, des participants recherchent des financements pour leurs projets. Tous veulent concilier travail et éthique de vie. On vient voir ce que vous faites. On veut comprendre ce qui se passe à cette table. Nous sommes sur un projet agroécologique, sur un projet de ferme-école où nous voulons élever des poissons et cultiver des plantes, le tout en symbiose. Les gens qui nous écoutent là se demandent mais de quoi ils vivent ces gens-là? Comment on paye son loyer? Comment on mange? Comment on se débrouille au quotidien? Parce que tout le monde a envie de faire ce que vous faites. On se met peut-être, on accepte d'être au RSA par exemple. Ça c'est une chose. Pour un temps. Là, moi, j'ai voulu reprendre des études, donc il a fallu que je retourne travailler, mais j'étais incapable de travailler dans quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. Donc j'ai travaillé pour une biocoop. Et c'était extra. J'ai rencontré des gens de folie, les clients comme l'équipe. Voilà, mais c'est fait de quoi on va avoir besoin. Moi, j'ai vécu avec 500 € par mois, il n'y a aucun problème. Et je mangeais bio tous les jours. Vous avez renoncé, mais vous estimez que vous êtes plus heureux aujourd'hui? Ah oui. Ah oui. Complètement. Après, c'est pas tous les jours. J'ai connu la vie d'entreprise avec les latitudes que ça offre au niveau des finances, quoi. On a un chiffre d'affaires énorme, donc on peut toujours jouer dessus. Et on a besoin de dépenser 5 000 €, on dépense 5 000 €. Là, pour moi, de dépenser 5 €, c'était une complication, quoi, pendant ces années-là. Mais beaucoup plus heureux, certes, beaucoup plus heureux. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce que c'est bête de dire ça. Disons que ça se mange pas. Des idéalistes qui inspirent d'autres acteurs du festival. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Quel monde vous cherchez à créer? Je veux laisser quelque chose à mes enfants qui soit sincère et réel, qui ne part pas de l'argent. L'argent, c'est qu'un outil. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est rendre la dignité aux gens. Quand j'étais gosse dans mon quartier, moi, tout le monde avait du boulot. Et ce qui est bien ici, on a la source et l'énergie. Après, il faut mettre en pratique. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé des entreprises. Je sais comment monter un business. Je sais comment prospecter. Je sais comment taper au port. J'ai pas peur d'aller chercher moi, de la clientèle. Et j'ai pas peur de monter un business plan s'il y a un besoin. Mais je veux le faire au nom de l'humain, pas pour gagner du fric. Je veux pas être riche, moi, pour amasser. C'est ridicule, quoi. Moi, il faut savoir, c'est ridicule, quoi, d'être trop riche. Vous avez l'impression que tous ces mouvements sont un peu idéalistes, utopistes. Vous êtes ancré dans le réel. C'est ça qui est important. Mais moi, je m'inspire de cet idéalisme pour le décaler, pour le décliner dans le réel, dans l'économie. Moi, c'est ce que je veux, c'est ça.
Sortir des vieux schémas, vivre et consommer autrement, partager en allant à l'essentiel, c'est aujourd'hui l'état d'esprit et le mode de vie de millions de gens à travers la planète. Ils essaient, quitte à échouer, quitte à être qualifiés de doux rêveurs. Aux sceptiques, ils répondent qu'ils sont le monde de demain et que si seul on va vite, ensemble on va loin. Merci d'avoir posé un œil sur la planète autrement avec nous. Bonsoir. C'est comment elle s'appelle? Rose. Rose.